Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Mais le prince ne viendra pas en Algérie. Et ce nouveau mode administratif s'avère rapidement chaotique et totalement inefficace. Les droits des musulmans, qu'on appelle les indigènes à l'époque, sont bafoués, la presse locale s'enflamme. MacMahon est devenu entre-temps une grande figure publique et il se voit chargé des responsabilités écrasantes. Mais il fait preuve de diplomatie et de tact à l'égard du prince. Le jeune Napoléon, qui vient par ailleurs tout juste d'épouser la future princesse d'Italie, Clotilde de Savoie, ne se rend jamais en terre algérienne. Il vient d'officialiser une alliance entre les deux trônes. À cette période, l'Italie subit une invasion autrichienne importante et la France compte bien s'allier à l'armée piémontaise. On est en avril 1859. Sans surprise, du coup, MacMahon se voit chargé de quoi, à votre avis? Du commandement du 2e corps de l'armée d'Italie et il quitte ses fonctions en Algérie. Une nouvelle bataille difficile s'offre à lui, celle de Magenta, le 4 juin 1859. Le général commet d'abord une erreur stratégique, en dirigeant une partie de ses troupes au nord, sans connaître les positions de l'armée autrichienne. Les troupes manquent alors de se faire encercler par l'ennemi, mais le général parvient à rectifier son tir. Au galop, il ordonne la fusion rapide des 2 colonnes d'hommes qu'il dirige vers le sud cette fois. Sa décision hâtive permet aux hommes de franchir les lignes de défense autrichiennes et garantit la prise de Magenta. La route vers Milan, du coup, est ouverte. Les jours suivants, l'empereur lui décerne à nouveau un nouveau titre, celui de duc de Magenta et maréchal de France. De cette journée, le chancelier allemand Otto von Bismarck, qu'on retrouvera plus tard, dira « L'armée autrichienne a été inventée pour permettre à l'armée française de gagner des batailles ». Et oui, ça rappelle quelqu'un, effectivement, quand on voit MacMahon, quand on voit sa force et sa qualité sur le terrain au moment des batailles, notamment en Italie, ça doit rappeler des choses, évidemment. Une conclusion similaire sera tirée de la bataille de Solferino, aux abords du lac de Garde, fin juin. Un véritable bain de sang, marqué par un grand orage et la perte de plus de 20 000 hommes dans les 2 camps. La victoire sécurisée par les troupes alliées sera célébrée au prix du carnage. L'armistice est annoncé début juillet. Le maréchal MacMahon ne sera pas convié au pourparlers et rentrera en France, à nouveau acclamé par les siens. C'est la différence avec Napoléon Bonaparte. C'est certain. Il n'a pas le goût du culte personnel. Sa réputation, malgré tout, brille dans l'Europe entière et en Irlande, terre natale, souvenez-vous, un de ses ancêtres, qui lui décerne une épée d'or ornée de pierres précieuses accompagnée des mots suivants, écoutez, c'est très fort. Aujourd'hui, l'Irlande déclare avec le juste orgueil d'une mère que vous, l'héroïque descendant d'un de ses plus grands monarques, venez d'ajouter un nouveau lustre à la gloire d'une nation sur les tours fumantes de Malakoff et dans les plaines à jamais mémorables de Magenta. C'est beau, c'est très classe. Petit à petit, MacMahon obtient les grâces et la confiance de l'empereur. Lors de leur longue partie de chasse, Napoléon III lui demande conseil sur les nominations de ses généraux, que le maréchal a beaucoup fréquentés sur le champ de bataille. L'empereur ira jusqu'à demander à MacMahon et à sa femme de représenter sa suite lors du couronnement du premier roi de Prusse, Frédéric Ier, à l'automne 1861. Il s'agit d'une visite diplomatique de haute importance que MacMahon exécute avec brio, sans manquer d'échanger sur la stratégie militaire de l'armée autrichienne avec certains généraux prussiens. 3 ans plus tard, le gouverneur général d'Algérie, Pélissier, meurt d'une pneumonie. Aucun doute, MacMahon est le mieux qualifié pour le remplacer. Mais l'heure est au conflit, encore une fois. Sur place, les tensions abondent entre les colons et les militaires, les chefs arabes et les Français. Au sud, des révoltes éclatent sur fond d'idéologie religieuse. Et bien que la lourdeur de ces nouvelles tâches administratives l'occupe à Alger, MacMahon parvient à opérer une expédition militaire à distance par télégraphe. Et il obtient, c'est la première fois, il obtient le ralliement des dernières tribus rebelles. Le 29 avril 1865, Napoléon III se rend à Alger pour rendre visite au gouverneur et s'imprégner de la situation locale. Et il découvre avec joie une terre chaleureuse où il se rêve être chez lui et prend assez naïvement en pitié la pauvreté du peuple algérien. MacMahon lui offre un accueil glorieux et lui prête un conseil avisé sur la question du futur de la colonie. La finesse de ces analyses parvient du coup à convaincre l'empereur qu'une direction militaire de la colonie est nécessaire et préférable au rêve infondé qu'il entretenait de bâtir un grand royaume arabe.
Pourtant, le chef voit toujours en Algérie une terre où puiser ses ressources et ses hommes. Un vaste programme de réaménagement territorial est lancé, impliquant la création de 12 nouveaux villages de colonisation, d'un vaste réseau de chemins de fer. 47 millions de francs de l'époque seront alloués à ce projet, ainsi que la construction d'un hôpital civil et une installation d'un câble sous-marin pour garantir la télécommunication entre l'Algérie et la France. Malgré le progrès foisonnant du territoire qu'il commande, MacMahon connaît des heures malgré tout difficiles, notamment lors d'un épisode de sécheresse qui va s'abattre sur le pays en 1867. Colons comme indigènes souffrent de famine, des épidémies de choléra, de typhus forcément vont suivre. Le gouverneur met son armée à disposition, il veille au développement d'asiles pour recueillir la population affamée. Le nombre d'orphelins décuple et la maréchale se dévoue à leur cause. Des questions déjà sur l'assimilation religieuse du peuple arabe ainsi que du régime civil vont créer une polémique au sein du gouvernement. En janvier 1870, au regret du gouverneur, la Chambre des parlementaires vote le passage de l'Algérie sous régime civil contre celui d'un gouvernement général. Du coup, libérés de leurs fonctions administratives, les MacMahon rentrent en terre française. Comme de coutume, pour notre valeureux militaire, je dirais, l'heure n'est pas au repos, mais au combat. L'Empire se voit menacé par une autre guerre, avec les Prussiens cette fois, aux frontières de l'Alsace. Vous connaissez la suite. Il est désigné pour commander le premier corps d'armée à Strasbourg. Il paraît seul pour estimer les enjeux de cette guerre. Sa visite diplomatique récente au moment du couronnement du roi lui a permis de saisir la force morale, l'obéissance, la discipline de l'armée ennemie. Assez proche d'ailleurs qui l'encourage et qui vante ses mérites au moment des batailles glorieuses du passé, il se contente de répondre « Non, je ne marche pas à la gloire, je vais à la guerre ». Ce que je vous disais, il ne fonctionne pas comme Napoléon Bonaparte, rien à voir, donc il n'y a pas eu de cette peur-là, si vous vous posez la question. Il sait que les troupes françaises ne disposent que de 225 000 hommes. Du côté allemand, ce sont 400 000 hommes qui sont sur le pied de guerre. L'exécutif militaire déplore une absence de renseignements sur tout ce qui se déroule outre-Rhin. Le 4 août, à Wissembourg, l'armée allemande attaque par surprise. Un des généraux est tué, les munitions sont toutes écoulées, la France perd son premier pion. Le surlendemain, le village de Weurs est pris également. La bataille est sanglante, de nombreux télégrammes parviennent au maréchal et lui conseillent de battre en retraite. Et il n'en fera rien, c'est pas son style, estimant la position de son armée encore trop bonne pour céder aux forces prussiennes. Le prince impérial fait irruption à ce moment-là sur le champ de bataille à la mi-journée, ce qui n'aide absolument pas, et il ordonne une charge monumentale. 2 généraux meurent sous le coup des fusils, et craignant la défaite, MacMahon s'élance en tête des troupes. Son cheval est tué. Ni une ni deux, il saute sur une monture voisine, il poursuit la bataille, il tente de rallier les fuyards, mais la dispersion est totale. Le terrain, jonché de fossés et de troncs d'arbres, porte en plus préjudice à la cavalerie française. La ligne ennemie semble inatteignable. À 16 heures passées, le maréchal ordonne pour la première fois de sa vie la retraite, le visage baigné de larmes.